Bonjour à tous et bienvenue dans Plus d'actu. L'invité politique de ce vendredi a été échevin à Anderlecht et ensuite bourgmestre. Au début de la législature, lorsque le MR a été rejeté dans l'opposition, il est devenu chef de groupe au conseil communal. On le trouve également sur les bancs du Sénat et du Parlement régional bruxellois. Son autre casquette le mène à la tête de la société protectrice des animaux Veewaid. On reçoit l'élu MR Gaëtan van Guatsenhoven. Bienvenue sur ce plateau, merci de nous rejoindre. Alors, conseil communal plutôt agité hier à Anderlecht avec le vote d'une motion sur le port des signes convictionnels dans l'administration. Une motion, on le rappelle, c'est un texte qui n'a pas force de loi, mais qui est une invitation et qui a une portée symbolique assez forte. Le MR dans l'opposition n'est pas resté jusqu'au bout, n'était pas présent. Pourquoi ? J'étais présent, mais nous avions demandé de reporter ce conseil communal. Tout simplement parce que les conditions n'étaient pas requises pour un débat serein. Des menaces avaient été proférées, qui plus est, les réunions prévues de chefs de groupe pour aborder ce texte n'avaient pas eu lieu. Et pour couronner le tout, le texte donc à la base donc de la réflexion de la commune, le rapport qui avait été évoqué pour justifier cette motion, n'était en possession de personne. Et donc, dans des conditions pareilles, réunir le conseil communal sur une question aussi difficile et sensible, ça n'allait pas. D'autant que nous ne disposions même pas, au début du conseil communal, des textes finaux qui devaient être potentiellement adoptés. Donc tout ça amène à une gouvernance totalement impossible et risquait aussi de nous amener, en cas de vote contraire sur un amendement, à soutenir par effet donc domino la motion des écolos qui alors serait passée au vote. Et donc nous étions là dans un imbroglio complet où la démocratie n'avait plus sa place, où la transparence ne l'avait pas davantage, où la sérénité était absente. Et donc, de notre point de vue, traiter un sujet comme ça dans un pareil charivari était impossible. Et donc, j'avais annoncé que si le Conseil n'était pas reporté, ou au moins ce point, eh bien, nous ne participerions pas aux travaux pour ne pas nous faire piéger dans ce guêpier épouvantable. Oui, parce qu'il y a eu ce texte de motion, il y a eu des amendements qui ont été déposés, qui ont été étudiés en cours de séance. Dans votre intervention au Conseil communal, vous parliez d'une grenade au sein du collège, d'une commune ingouvernable, soumise à la menace d'un coup de force de l'un ou l'autre partenaire de la majorité. C'est des termes assez forts, ça. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter la plaisanterie. C'est vrai que depuis l'été 2022 et Good Move, la gouvernance est allée à volo. Mais là, on est passé à un chapitre tout différent où on utilise donc la motion au sein d'une majorité, au sein d'un collège, alors qu'on a tous les moyens pour décider. Donc on n'a pas besoin de faire une motion pour se demander à soi-même de quoi il retourne. Ce n'est juste qu'un moyen de pression, d'un moyen de destruction de la gouvernance, un moyen profondément déloyal. Et donc, si on admet ce genre de choses, alors une majorité ne peut plus se réunir valablement. Elle est à la merci de n'importe quel chantage. Et donc, si on veut pouvoir, dans les communes, dans l'avenir, pouvoir à nouveau travailler correctement, il faut bannir ce genre de fonctionnement. Il ne faut pas, surtout pas, le banaliser. Sinon, je crains que ce cancer démocratique qu'on a vu émerger va faire des métastases à peu près partout à Bruxelles. Ça, c'est aussi un terme assez fort, cancer démocratique. Et pourtant, ici, cette motion, elle avait pour base le travail mis en place par un groupe au sein de l'administration. C'est quand même un travail de fond intéressant qui a été fait. Ça a été fait également à Schaerbeek, à Molenbeek. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être une base intéressante? Mais d'abord, il faudrait savoir ce qu'il y a dans ce rapport. Les conseils Vous ne l'avez jamais vu. Non. Donc voilà, encore une absurdité. Qui plus est, ce débat sur la pertinence de maintenir une observance stricte des règles signe convictionnel, voilà, de l'absence de signe de convictionnel. De neutralité, ne s'est jamais passé.
Donc on a voulu aborder ce sujet extrêmement délicat de façon à la fois unilatérale et brutale. Pour nous, OMR, on ne l'a jamais caché, la question de la neutralité est un point important parce qu'elle garantit la liberté et la sérénité. Et on a voulu tout simplement jeter ça aux orties à quelques mois des élections pour aller chercher des voix en faisant finalement une espèce d'appel du pied communautariste qui a d'ailleurs été soulevé, y compris par des élus de la majorité qui étaient tout simplement scandalisés du processus. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a tous ces grands principes qui ont été discutés, mais qu'on pourrait avoir une sorte de projet pilote dans une commune qui serait Anderlecht en disant, si on l'autorisait dans certaines situations, de voir après sur pièce comment ça se passe? Mais si on veut un projet pilote, alors on agit autrement. C'est sûr que si, au milieu de la pièce, vous faites tout exploser et vous rompez toute forme de possibilité de confiance entre partenaires, votre imagination de projet pilote tombe complètement. Soyons clairs, aujourd'hui, la commune d'Anderlecht est devenue largement ingouvernable. Et donc, si c'était ça, l'ambition, on pouvait effectivement, même si on n'avait pas nécessairement la même approche par rapport à la neutralité, écouter cela. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de faire un coup politique et l'objectif, c'était de se remettre en selle après les difficultés autour de Goedmoeven. Et donc ça, c'est totalement inacceptable. Il n'y a pas de volonté d'approfondissement quelconque. C'est encore une fois l'appétence à l'égard d'un processus démagogique qui a amené cette situation. Le fond du problème, à mon sens, est assez secondaire au regard de ce qui est visé. Donc là, c'est écolo que vous attaquez bien en tête. Finalement, le texte qui a été voté, il y a eu l'abstention d'écolo, parce qu'il y a eu un amendement amené par le Parti socialiste. Et donc, le texte final approuve le principe d'autoriser les signes confessionnels, sauf pour les personnes qui ont à la fois une fonction d'autorité et qui sont à la fois en contact avec le public. Mais il y a une demande, avant tout, que la région se positionne, légifère là-dessus. Alors ce matin, dans notre matinale d'information, le bourgmestre de Anderlecht était au micro de Fabrice Grosfilet. On lui a dit, est-ce que vous reportez ainsi le projet au calendrier grec? Il réfute. Voici sa réponse. Il n'y a pas de mystère qu'il y a des élections régionales en juin, il y a un accord de majorité qui va devoir être fait, qui va devoir être pris. Et donc je pense que dans ce cadre-là, quelle que soit la décision, en fonction des partis qui seront au pouvoir, il y aura quelque chose dans l'accord de majorité régionale. Et donc nous, on encadre et on prépare le terrain pour que dès qu'il y a une proposition qui soit votée, donc à l'été 2024, on puisse être prêt au sein de notre administration, parce que c'est quelque chose, c'est un débat clivant, il ne faut pas se le cacher. Et donc, nous, mais donc ça veut dire que vous attendez que la région décide? Non, on commence à préparer le travail, donc comme je l'ai dit, à définir les fonctions qui relèvent des exceptions qu'on a votées, à préparer aussi l'encadrement au sein même des services, parce que comme je l'ai dit, c'est un débat clivant et donc il faut pouvoir le préparer en toute sérénité. Si le MR vient au pouvoir après les élections régionales, est-ce qu'il préparera un document là-dessus? Est-ce que ça figurera dans un accord de majorité? Mais clairement, la question tant au niveau régional que local autour de la neutralité fera partie naturellement de nos réflexions. Et donc nous sommes, on ne le cache pas, défenseurs d'une neutralité exigeante. Parce que être au service du public, c'est faire abstraction de considérations personnelles pour que chacun puisse se sentir traité équitablement. Et donc pour nous, le maintien de la neutralité la plus forte est évidemment quelque chose qui est important à nos yeux et que nous défendrons dans le cadre de la campagne, mais aussi dans le cadre d'éventuelles discussions gouvernementales si nous avons cette fois la chance de faire partie d'une majorité. Hier, ce conseil communal s'est déroulé à huis clos. C'est assez rare. D'habitude, on utilise le huis clos quand il est question de personnes, de personnes individuelles. Vous comprenez cette mesure de sécurité? Il y avait eu un appel à la manifestation juste avant. Ben écoutez, je le comprends d'autant plus que j'avais demandé des mesures plus fermes. Parce que ce n'était pas un huis clos, c'était juste des mesures qui s'apparentaient à un huis clos. Un huis clos avec des caméras qui filment, ce n'est pas un huis clos. Un huis clos où il y a quand même des gens de l'extérieur qui étaient présents dans la salle, en tout cas pour les motions qui étaient, pour les demandes d'interpellation citoyenne qui étaient déposées, font qu'il n'y avait pas non plus de huis clos. Disons que le grand public n'était pas accueilli. Donc ce ne sont pas des mesures très exceptionnelles. Je pense que par rapport à la gravité des menaces et des intimidations, j'aurais même souhaité, et d'ailleurs je l'avais demandé au bourgmestre, des mesures plus strictes.
Quand vous parlez de la gravité des menaces, vous avez été vous-même ciblé par des menaces? Moi, j'ai été ciblé par de claires intimidations, mais par exemple, pas plus tard que hier, un échevin de la majorité, d'ailleurs il en a témoigné, a été l'objet de menaces d'une très grande clarté. Il y a eu des menaces téléphoniques, verbales, par voie de réseaux sociaux et même par mail, et donc un contexte extrêmement pesant a entouré ce conseil communal, et c'est préoccupant pour l'état de la démocratie à Bruxelles. Et donc vous auriez fait quoi alors? Vous auriez coupé les caméras qui diffusaient sur YouTube? Par exemple, et j'aurais d'abord reporté le conseil communal pour réinitialiser la machine qui était en train de partir à volo. C'était pas reporter le problème? Non, parce qu'il fallait réunir les gens, s'assurer quand même qu'on savait de quoi on allait parler. Je crois qu'on ne peut pas brader un sujet et arriver à quelques minutes d'un vote avec un nouveau texte qui est un peu différent du précédent et qui est l'amendement de l'amendement. C'est pas possible de travailler comme ça, et c'est pas possible non plus de ne pas s'assurer de règles de sécurité, de sérénité minimale. C'est pas reporter, c'est s'assurer que tout le monde est bien conscient qu'il est temps de revenir un petit peu à autre chose qu'à plus qu'une douce folie, à une sorte d'anarchie qui a régné maintenant depuis un mois sur la commune et qui a eu des conséquences sur la gouvernance communale, et je crains malheureusement que la suite et la fin de cette législature sera terriblement perturbée. Alors, avec ce qui s'est passé hier, et puis avec d'autres dossiers qui étaient avant, il y a eu pas mal de questions de nos internautes par rapport à Ecolo. Est-ce qu'on peut rejoindre Aline Walsdorf? Oui, plusieurs internautes réagissent par rapport à votre engagement avec Ecolo Groen. D'abord Marianne qui souhaite savoir si vous vous engagez à ne pas mener de majorité avec Ecolo Groen, peu importe le résultat des prochaines élections. Ensuite, Charles pousse les choses un petit peu plus loin. Il est perdu face aux divergences entre la présidence du MR et certaines communes par rapport à Ecolo. Il se demande donc si une alliance à Anderlecht serait possible. Et finalement, tout comme l'internaute Cédric, il s'interroge quant à votre position par rapport à Good Move. Cédric se demande même si le MR compte rétablir les 50 km/h à Bruxelles. Alors, par rapport à Ecolo, une alliance possible à Anderlecht? Ça me paraît, après ce qui s'est passé hier, totalement improbable. Alors, sauf évidemment si je ne suis pas le leader et que je ne participe pas aux négociations, alors je ne vais pas parler pour moi-même, mais je crois que la gravité de ce qui s'est passé hier rend quasi impossible la convergence, parce que l'état d'esprit dans lequel on traite la démocratie locale ne correspond absolument pas avec l'idée que nous nous en faisons. Donc malheureusement, je crains qu'Ecolo a pris une position qui le rend largement incompatible avec les fondamentaux de l'exigence démocratique et de gouvernance qui sont portés par le MR. Alors sur le fond, sur les questions de mobilité, par rapport aux 50 km/h imposés, qui sont passés à 30 km/h au niveau de la région, là c'est une décision régionale, et par rapport aux atterrissages du Good Move au niveau local, est-ce que vous feriez marche arrière? Mais clairement, on a déjà réussi à faire en sorte que la majorité Anderlecht fasse marche arrière. C'est le MR qui a bloqué ce processus complètement fou qui avait été lancé, qui a créé d'ailleurs cette rébellion à Kuregem. Et donc nous avons heureusement réussi à mettre le frein et on a quelque sorte, on est revenu en arrière maintenant, Ecolo, et avec malheureusement le soutien encore de la majorité PS, CDH et DEFI, essayent de rentrer par la fenêtre. Là, ils ont été mis par la porte, mais clairement, le processus Good Move, qui est un processus malheureusement unilatéral, qui à chaque fois manque l'exigence de concertation avec le public, est un mode sur lequel nous voulons revenir. Il faut faire émerger une ville concertée, une ville apaisée, une ville de dialogue. Et là, pour le moment, il y a surtout une volonté d'imposer un certain nombre de prérequis idéologiques. Et ça nous paraît effectivement à la fois perturbant, mais aussi dangereux, parce que la population a l'impression finalement de compter fort peu dans les grandes orientations urbaines qui sont prises. Et sur le 50 km/h ? Non, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ce que nous voulons, c'est de bien mettre dans l'esprit des gens que
nous ne sommes pas dans cette logique absolue et parfois absurde de l'éradication de la voiture comme un but politique. La qualité de vie, certes, mais comment pourrais-je dire, cette recherche du symbole. C'est une recherche du symbole ou c'est un repartage de l'espace public? Mais je pense qu'il y a les grands principes de repartage de l'espace public, mais on voit qu'on veut d'abord et avant tout avoir la peau de la voiture, comme on a voulu dans le chef des écolos avoir la peau du nucléaire avant. C'est vraiment cette recherche de la prise de guerre, de mettre fin finalement à quelque chose parce qu'on a décidé, Courby et Torby, c'était ça qu'il fallait faire, quelles que soient d'ailleurs les conséquences et les œufs qu'on casse. Le problème, c'est que les œufs qu'on casse, c'est parfois aussi la qualité de vie et parfois même l'accès aux soins de toute une série de Bruxellois qui, dans le cadre de Good Move, parfois étaient dans l'impossibilité de se faire soigner ou d'avoir accès à une ambulance qui se perdait dans des entrelacs de béton complètement hallucinants. Il y a eu des correctifs quand même par rapport aux problèmes qui avaient été soulevés en termes de sécurité. Mais on comprend bien qu'avec les écolos, ce ne sera pas votre alliance de choix si jamais ça se posait après les élections. Au niveau des finances, hier soir, le collège communal, le collège Echevinal a présenté devant le conseil communal le plan triennal pour un retour à l'équilibre des finances d'Anderlecht hier. Il y a un prêt régional qui est donné de 10 millions. C'est plutôt une bonne nouvelle, cette mécanique qui est mise en place? C'est presque 11 millions, parce que c'est 10 millions 6, si je me souviens bien. Que cet argent tombe dans l'escarcelle communale, oui, parce que ça va permettre de subsister. Mais si on a dû, au-delà du plan de base, aller encore demander une aide complémentaire à la région, c'est extrêmement alarmant. Ça montre que Anderlecht est en train de filer vers le précipice à une allure très préoccupante. Et ça laisse à songer à l'avenir. Que va-t-on faire lorsque la région, qui est elle aussi de plus en plus impécunieuse, ne sera plus en capacité de venir sauver des finances d'Anderlecht complètement sinistrées. Ça fait des années qu'on dit attention, ce que vous faites du point de vue budgétaire ne tient pas la route. Les exemples et les promesses d'économie que vous ne nous détaillez jamais ne tiennent pas plus la route. À chaque fois, évidemment, on nous rit au nez ou on dénie effectivement notre analyse. Mais aujourd'hui, on voit cette réalité. Alors oui, cet argent va faire du bien, mais cet argent indique aussi que nous sommes extrêmement malades et que dans un contexte global compliqué, nous abordons des années extrêmement difficiles. Mais Anderlecht plus malade que les autres communes, parce qu'on sait que toutes les autres communes sont en difficulté aussi. Oui, oui, manifestement, nous sommes parmi les communes les plus en difficulté, malheureusement. Et il n'y a pas beaucoup d'idées malheureusement crédibles pour permettre un rebond. Et je crois qu'aujourd'hui, la majorité, de toute façon, qui est maintenant HS, n'a pas la moindre capacité de rebond pour s'interroger, pour trouver d'éventuelles pistes, pour au moins limiter la casse et fixer quelques points d'espérance. Alors, on va parler, tout à l'heure, je dressais un petit peu votre CV et vos différents jobs. Vous êtes donc sénateur, parlementaire régional, chef de groupe au conseil communal, et on a des questions de spectateurs par rapport à cela. Elmero constate que la rue Wayé meurt à petit feu, comme il le dit, et la chaussée de Mons devient impraticable. Il se demande ce que vous comptez faire. Ensuite, Oro propose la création de poubelles souterraines afin de ne plus déposer nos sacs en rue. Une solution pour rendre la ville plus propre. Qu'en pensez-vous ? Voilà, je pense qu'Aline ne nous a pas bien entendu, mais c'est des questions locales. Donc répondons à ces questions-là sur la rue Wayé. Sur la rue Wayé, nous avions annoncé que le projet qui était porté par l'ASTIB depuis d'ailleurs pas mal de temps et que nous avions bloqué lorsqu'on était au pouvoir, pas par goût de blocage, mais parce qu'il nous paraissait mal adapté et pas suffisamment bienveillant à l'égard d'Anderlecht, aujourd'hui a fait les dégâts qu'on attendait, c'est-à-dire que le commerce est au plus bas, que cette rue est désertée,
que les aménagements ne sont pas tellement qualitatifs. Mais je pense qu'il faut maintenant reconstruire un centre de la commune en dialogue avec les habitants et qu'il faut tenir compte de leurs besoins plutôt que d'en avoir fait une sorte de site propre pour le tram. On avait vendu à l'époque l'idée d'un piétonnier, c'est ni un piétonnier ni rien, c'est une sorte de site propre pour le tram. Et donc remettre les besoins des habitants et de viabilité des commerçants au centre d'un projet qu'on pourrait construire avec eux. On avait proposé ça d'ailleurs à la fin de la précédente législature et puis on a abandonné ça pour confier notre destin et le destin de la rue Royer en particulier aux mains de la STIP qui, elle, veut faire circuler ses véhicules mais qui n'a quand même pas réaménagé quelque chose qui a redonné quoi que ce soit de son lustre et de son attractivité à la rue Royer que du contraire. Alors on rejoint Aline pour la question par rapport à vos emplois. Vous êtes chef de groupe, sénateur et député. C'est un cumul qui pousse Philippe à s'interroger par rapport à votre salaire. Et Carlos, lui, se demande si pour vous le Sénat sert encore à quelque chose. Il souhaite savoir si vous êtes favorable à l'idée que l'Assemblée citoyenne soit tirée au sort et donc de laisser votre place pour plus de démocratie. Alors, est-ce que vous cumulez 3 salaires? Non, non. Malheureusement, pourrait-on dire, avec un peu d'humour, non, en fin de compte, on est payé par l'Assemblée de base, c'est-à-dire le Parlement bruxellois. Et par le Parlement bruxellois, je vais à la communauté française et c'est via la communauté française, enfin la Fédération du Bruxelles, que je vais au Sénat. Donc je ne peux pas être sénateur sans être parlementaire bruxellois, puisque le Sénat donc réunit donc des élus des assemblées fédérées. Et donc il n'y a pas de doublement de Sénat. Par contre, il y a davantage de travail. À quoi sert ce Sénat encore? Il sert donc à permettre un dialogue entre les entités fédérées, donc à améliorer donc le fédéralisme de coopération, faire en sorte qu'on puisse se parler dans ce pays. Très concrètement, ça c'est pour la théorie, mais concrètement, sur quoi par exemple vous avez pu travailler? Récemment, on a validé l'inscription de bien-être animal dans la Constitution, on travaille sur la question de l'évaluation de la loi sur les drogues, on examine la question de l'endométriose, on a récemment également, on s'est également penché sur la question de l'abaissement de l'âge de la scolarité à 3 ans, où on a pu, dans le cadre justement de ce rapport aux Flamands, découvrir que les attentes des néerlandophones et des francophones étaient les mêmes, chose qu'on avait complètement perdu de vue. Et là, le Sénat a joué pleinement son rôle. Maintenant, je reconnais qu'à l'heure actuelle, le Sénat est à la fois trop dépendant de la bonne volonté de ceux qui participent pour bien fonctionner. Et donc, comme on a quand même l'ANVA et le Vlaams Belang qui veulent rien faire, c'est compliqué. Et puis, parce que le Sénat n'a, à mon sens, pas suffisamment d'attributions. Mais tous les constitutionnalistes s'accordent sur le fait que pour pouvoir avoir un État fédéral qui fonctionne, il faudrait, dans l'idéal, avoir un Sénat renforcé. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci aussi pour vos questions. Le prochain rendez-vous politique, ce sera demain dans Les Experts, où les invités seront Isabelle Emery et David Weitzman. Bon week-end à tous.